Au cœur de la nuit, une maison prend feu au Wisconsin. Les enquêteurs en viennent à croire que le brasier a servi de paravent pour dissimuler un acte de violence bien plus horrible. Mais les flammes ardentes ont éliminé toutes les pistes. Dans le sud de la Floride, une série d'incendies ne semble pas le fruit du hasard. Il y a de nombreuses victimes et la population est terrifiée. Les détectives devront travailler rapidement pour calmer les esprits et capturer le meurtrier avant qu'il ne fasse d'autres victimes. Sur la scène d'un crime, tout peut être un indice. Mais les flammes détruisent tout sur leur passage, forçant ainsi les experts judiciaires à redoubler d'ingéniosité pour permettre à ces incendies criminels de se transformer en jugement par le feu. Dans cet épisode, certains noms ont été changés. À 2h30 du matin, le 25 novembre 1996, la plupart des habitants de La Crosse, au Wisconsin, dormaient. Mais l'un d'eux se réveilla devant une vision d'horreur. Une fumée dense sortait de la maison voisine. On dépêcha des pompiers sur place. Quand ceux-ci arrivèrent, à peine quelques instants plus tard, la maison était la proie des flammes. Les pompiers craignaient que ses occupants ne soient prisonniers à l'intérieur. Dine Skiles, pompier de La Crosse, savait que ces hommes et lui devaient entrer rapidement pour sauver les occupants. Mais il ne semblait y avoir aucun moyen d'entrer à l'intérieur. Plutôt que de faire comme d'habitude, c'est-à-dire de pousser sur la porte avec l'épaule, j'ai décidé de m'asseoir et de me servir de mes jambes pour la forcer. Skiles donna un coup de pied dans la porte et découvrit que le feu avait complètement détruit le sol de la cuisine. Sans trop savoir comment se diriger à l'intérieur, les pompiers comptaient les uns sur les autres pour avancer à travers les flammes à la recherche des occupants. Le pompier qui tenait la lance d'incendie nous a crié qu'il y avait une victime. Je l'ai saisi et j'ai tenté de l'emmener le plus près possible de la porte avant que je ne manque d'air. Malgré tous leurs efforts, les pompiers n'avaient pu sortir qu'un cadavre des décombres. C'était celui du propriétaire de la maison, Donald Harmasek, âgé de 64 ans. Dine Skiles trouva la situation suspecte. Il y avait du sang sur sa tête. C'est plutôt inhabituel lors d'un incendie. Les pompiers commençaient à croire qu'il ne s'agissait pas là d'un simple accident. Le corps fut transporté à la morgue pour autopsie. Les détectives Dave Schatzley et Carrie Joholski de La Crosse interrogèrent alors le voisin qui avait appelé la police. Mais même s'il avait vu les flammes, il déclara qu'il n'avait rien vu ou entendu d'anormal avant l'incendie. Quand le service des incendies eut déclaré la maison sécuritaire, les investigateurs se mirent à l'œuvre. Le capitaine Gene Brink commença son enquête préliminaire en vue de trouver à quel endroit l'incendie avait éclaté. Lorsqu'un investigateur tente de trouver la cause d'un incendie, il examine les endroits où le feu a causé le moins de dommages et il se rendra ainsi graduellement à l'endroit où il a fait le plus de dégâts. Il y avait beaucoup de livres et de magazines dans la maison. En les ouvrant, les investigateurs y trouvèrent des billets de banque. Toutefois, le porte-monnaie de la victime sur la table était vide. Au moment où les pompiers se préparaient à partir,
le capitaine Brink descendit dans le sous-sol pour y inspecter les décombres à la recherche d'une explication au déclenchement de l'incendie. Au cours de notre enquête, on a découvert que le feu s'était d'abord déclaré au sous-sol. C'était à cet endroit qu'il y avait le plus de dommages. À un endroit précis, sous la cuisine, une pile de magazines avait pris feu et pourtant, il n'y avait aucune chaudière à proximité. Quelqu'un avait allumé un incendie à cet endroit précis. C'était un incendie criminel. Les investigateurs de la Crosse allèrent vérifier ensuite tout autour de la maison. Ils devaient découvrir qui avait allumé cet incendie et pourquoi. Ils remarquèrent alors qu'une fenêtre du sous-sol était brisée. La personne responsable du feu pouvait être entrée par là. Dans la neige, un des enquêteurs remarqua une empreinte intacte de pas qui s'éloignait de la maison. Comme il faisait encore noir, il recouvrit la trace d'une poubelle de métal pour que personne ne détruise accidentellement cet indice potentiel. On autopsia la victime à l'hôpital pour anciens combattants de Madison. Le médecin légiste remarqua de profondes blessures circulaires au crâne de l'homme. Les coups qu'on lui avait portés étaient si puissants qu'ils avaient provoqué d'importantes hémorragies et lui avaient fait perdre conscience, l'empêchant ainsi d'échapper aux flammes. Les autorités devaient donc enquêter non seulement sur un incendie criminel, mais également sur un meurtre. Tôt le matin suivant, au service de police de la Crosse, les enquêteurs partagèrent les informations qu'ils avaient recueillies jusque-là. Le détective Joe Dunham était l'un des enquêteurs en chef sur cette affaire. Les détectives devaient maintenant examiner l'indice le plus prometteur jusque-là, la trace de pas dans la neige. Et les techniciens arrivèrent sur la scène du crime où ils firent un moulage de l'empreinte congelée. La neige, en durcissant, avait gardé jusqu'au plus petit détail de l'empreinte. On devait toutefois procéder avec le plus grand soin pour ne pas la détruire. Avant de faire le moulage, on la photographia. On appliqua ensuite du soufre chaud. Cet élément a la propriété de se solidifier au contact du froid. Il durcit presque immédiatement, empêchant ainsi la neige de fondre avant que le moulage n'ait pris. On put ainsi conserver tous les sillons et motifs de l'empreinte de la chaussure. Le moulage fut ensuite envoyé au laboratoire judiciaire de l'État. Dans la maison, il y avait des éclaboussures de sang sur les meubles et le sol. L'expert judiciaire Nick Stalkey reconstitua le crime. Les taches sur la commode mesuraient environ de 2 à 6 mm. Cela nous indiquait que la victime avait été battue ou poignardée. L'expert tendit ensuite des ficelles à partir des taches pour déterminer la position de la victime au moment de l'attaque. En trouvant le point de convergence de ces taches, j'ai pu établir que M. Harmosek avait été battu devant sa commode. On a d'ailleurs trouvé un marteau près des taches de sang. On envoya la commode, de même que le marteau, au labo pour analyse. Un policier de la Crosse interrogea alors Shirley Atto, la compagne de la victime. Donald Harmosek et elle se fréquentaient depuis 20 ans. Elle déclara qu'elle avait une excellente relation avec Donald et que celui-ci était apprécié de tous. D'ailleurs, ses amis l'avaient surnommé Pops. Shirley dit également aux policiers que Donald avait été inquiet ces derniers temps parce que sa maison avait été cambriolée à plusieurs reprises.
Les détectives Joe Dunham et Brad Berkey de la police de La Crosse examinèrent les rapports de ces vols et les arrestations qui s'étaient ensuivies. Ils trouvèrent les noms de plusieurs voleurs. Il semblait que ceux-ci voyaient en Donald Harmasek une cible facile. On savait que cet homme conservait de l'argent liquide chez lui et qu'il avait été la cible de plusieurs voleurs. Les policiers se rendirent chez un voleur à la petite semaine qu'ils connaissaient pour l'interroger. Il s'appelait Adam Tolbridge. Mais celui-ci chercha à prendre la fuite en entendant les policiers arriver. Tolbridge semblait être un suspect prometteur. Au poste, il nia être mêlé à l'homicide de Harmasek. Il déclara qu'il avait été saisi de panique en entendant les policiers arriver et que c'était pour ça qu'il avait tenté de fuir. Il accepta de collaborer avec la police et autorisa les enquêteurs à examiner les semelles de ses chaussures de course. On les envoya au laboratoire judiciaire pour analyse. L'expert Jerry Cotton-Jarvie examina alors le moulage de l'empreinte trouvée sur la scène du crime. Plusieurs sortes de chaussures ont la même taille et les mêmes motifs, mais ce sont les caractéristiques uniques qui nous permettent de prouver qu'une chaussure a créé telle ou telle empreinte, comme les coupures, les bouts manquants et les traces d'usure. Il conclut que la chaussure de la scène du crime était une chaussure de course de marque Airrock. C'était le même type de chaussure que celle de Tolbridge. Mais lorsque l'expert compara le moulage à ses chaussures, il constata qu'elles n'étaient pas de la même pointure. Par conséquent, Adam Tolbridge n'était pas leur homme. Cotton-Jarvie découvrit alors un détail inusité. La trace était composée de 2 empreintes l'une par-dessus l'autre. Il en conclut qu'il n'y avait pas un, mais bien 2 suspects. Le détective Berkey comprit alors qu'il devait réorienter son enquête en conséquence. Le détective Dunham et moi-même croyons tous deux qu'on était sur la bonne piste. Je veux dire par là que ces informations nous indiquaient la direction à suivre. Les enquêteurs n'avaient toujours aucune idée de l'identité du tueur de Donald Harmasek. Et le défi venait de s'alourdir, car ils devaient maintenant trouver 2 suspects à l'aide de traces de chaussures et ainsi mettre le grappin sur les tueurs. Donald Harmasek, âgé de 64 ans, avait été tué et l'on avait incendié sa maison pour cacher ce meurtre. Les enquêteurs venaient de découvrir qu'ils étaient non pas à la recherche d'un suspect, mais bien de 2. Toutefois, la scène du crime ne leur avait guère fourni d'indices. Les détectives Brad Berkey et Joe Dunham étaient déçus. Les flammes éliminent de nombreux indices sur un cadavre. De même, lorsqu'une maison est la proie d'un incendie, on perd de nombreux éléments. C'était un gros défi pour nous. On savait qu'on n'aurait pas la tâche facile, car on ne disposait d'aucun suspect pour ce meurtre brutal. Au labo, les experts poursuivaient leurs analyses. Nick Stalky examina les éclaboussures de sang sur la commode. Les traces de suie et de sang indiquaient qu'un des tiroirs était partiellement ouvert au moment du meurtre. Cette commode fournit d'importantes informations à Nick Stalky. L'homme avait été battu devant cette commode. Les tiroirs avaient ensuite été refermés avant que le feu ne soit allumé. Cela nous indiquait que les coupables avaient non seulement battu la victime, mais également qu'ils avaient ensuite mis la maison sans dessus-dessous avant de mettre le feu et de s'enfuir. Les enquêteurs croyaient maintenant que les auteurs de ce meurtre avaient intentionnellement allumé l'incendie pour dissimuler leur crime. Au laboratoire judiciaire de l'État du Wisconsin, l'expert judiciaire Ken Olson examina des débris provenant de la maison incendiée. Il croyait qu'un liquide inflammable avait été utilisé pour allumer le brasier.
Il est très difficile d'allumer un feu avec les effets qui se trouvent dans une maison. Mais à l'aide d'un agent accélérateur, on peut facilement mettre le feu, et très vite. Les agents accélérateurs laissent toutefois des traces derrière eux qui ne s'évaporent que très lentement. L'expert déposa un des débris dans une boîte avec du charbon. Le charbon absorbe toute trace d'agent accélérateur encore présent dans un échantillon. On scelle la boîte et on la soumet à une température de 38 degrés Celsius. Je prends le contenant à peinture qui contient le charbon et je le place dans le four. Après 16 heures à 38 degrés, le charbon est ensuite déposé dans un chromatographe qui analyse les composés chimiques de l'agent accélérateur. Je prends cette fiole et la mets sur l'instrument. Le solvant est injecté automatiquement dans l'instrument. Je cherche alors tout agent accélérateur connu qui pourrait être présent. Chaque produit chimique a une empreinte moléculaire unique. Le chromatographe en révèle la structure. J'ai examiné les débris que j'avais recueillis sur la scène du crime. J'ai trouvé des résidus d'essence dans 3 de ces échantillons. Les enquêteurs firent appel à la population locale après avoir mis en service une ligne téléphonique. Les appels se mirent à affluer. Quelqu'un déclara qu'un homme du nom de Todd Carpenter savait quelque chose à propos de ce meurtre. Les détectives convoquèrent ce dernier à un interrogatoire. Il commença à parler de son implication en déclarant aux enquêteurs que 2 hommes l'avaient contacté. Il a été approché par Nathaniel et Josh Lindell. Il devait être le chauffeur de ces 2 hommes qui se rendaient à la maison pour la cambrioler. Selon Carpenter, les frères Lindell avaient entendu dire que Donald Hamasek gardait une grande quantité d'argent liquide dans sa maison et ils voulaient le lui voler. Les frères avaient offert un montant à Carpenter pour qu'il les conduise à la maison. Carpenter déclara au détective qu'il était resté dans la voiture pendant que Nathaniel et Josh commettaient le vol. Il a attendu à l'extérieur pendant que Josh et Nathaniel Lindell étaient à l'intérieur et cherchaient l'argent. Ils ont fouillé le sous-sol, puis ils sont montés à l'étage. C'est alors qu'ils sont tombés sur Donald Hamasek. Plus tard, les frères lui avaient demandé de les conduire au sommet de Grandad Bluff, un endroit isolé qui surplombait la ville de La Crosse. Là, ils avaient fait un feu et brûlé leurs vêtements. Et même leurs chaussures. Carpenter avait été surpris en entendant Nathaniel lui dire que l'homme de la maison devait être bien rôti à l'heure qu'il était. Les frères donnèrent l'argent promis à Carpenter. En tout, ils avaient délesté Hamasek de $300. Carpenter déclara qu'il était devenu nerveux en entendant la nouvelle du meurtre au bulletin de nouvelles le lendemain. Les détectives introduisirent les noms des frères Lindell dans leur système informatisé. Josh Lindell n'avait pas d'antécédents judiciaires, mais il en était tout autrement pour Nathaniel, arrêté à maintes reprises pour vol. Les enquêteurs étaient tentés de croire Carpenter, mais aucun indice n'étayait ces déclarations. Dans l'espoir de trouver des preuves, ils le convainquirent de porter un micro caché. Peut-être pourrait-il surprendre Nathaniel en train de s'incriminer. Carpenter rencontra l'aîné des frères Lindell. Il lui dit que la police lui avait posé beaucoup de questions. Il ajouta que cela l'avait rendu très nerveux. Il lui dit qu'il ne savait pas quoi faire ni que dire. Nathaniel resta calme. Ce qu'il dit laissait voir qu'il avait une certaine connaissance du crime, mais il n'y avait rien d'incriminant. Il lui a dit de rester calme et de ne rien dire. Il disait des choses comme « Ces salauds, ils n'obtiendront rien de moi ». Les policiers étaient persuadés que Nathaniel Lindell était le cerveau de toute l'affaire, mais
Malheureusement, la conversation enregistrée n'avait permis d'obtenir aucune preuve. Carpenter ne pouvant les aider, les enquêteurs espéraient qu'ils auraient plus de chance avec Josh Lindell. Il a accepté de nous parler et cela m'a surpris. Lors de sa déposition préliminaire, il a pris tout le blâme sur ses épaules. Je savais bien qu'il était mêlé à l'affaire, mais je n'aurais jamais cru qu'au cours de l'interrogatoire, il soutiendrait être le seul auteur du crime. Je croyais plutôt qu'il dirait que son frère était encore plus mêlé à l'affaire que lui. Il m'a vraiment surpris. Il éprouvait des remords et il se sentait coupable de ce qu'il avait fait. Il essayait de se racheter en nous racontant ce qui s'était passé. Mais même si Josh prenait tout le blâme sur ses épaules, les détectives voulaient qu'il parle de l'implication de son frère. Josh semblait nerveux. Il déclara qu'il n'avait jamais eu de démêlé avec la justice. Mais après plusieurs heures d'interrogatoire, il finit par tout déballer. Il déclara que Nathaniel et lui étaient entrés par effraction par la fenêtre du sous-sol. Ils avaient intentionnellement marché sur les mêmes traces pour qu'elles soient impossibles à analyser. Ils avaient trouvé Donald Hamasek dormant sur le canapé. Ils avaient alors été pris de panique. Il ajouta que son frère Nathaniel avait également frappé la victime à de multiples reprises avec un marteau et l'avait laissé pour mort. Ils avaient ensuite mis le feu à la maison pour cacher leur crime. La déposition de Josh correspondait à celle de Todd Carpenter. Il s'était ensuite rendu à Grandad Bluff où Nathaniel et lui avaient brûlé leurs vêtements et détruit les indices. Ce meurtre ne faisait pas partie de leur plan, mais rien ne s'était produit comme ils s'y attendaient. Avec les aveux de Josh, les enquêteurs disposaient de ce dont ils avaient besoin pour inculper Nathaniel d'entrer par effraction, d'incendie criminel et du meurtre de Donald Hamasek. Ils l'arrêtèrent à l'appartement qu'il partageait avec un colocataire. Il fut menotté et conduit au poste de police où on le mit en détention. Les détectives étaient également munis d'un mandat de perquisition. Ils questionnèrent le colocataire de Nathaniel avant de se mettre à la recherche d'indices. Même si Josh disait qu'ils avaient brûlé leurs chaussures, ils en recueillirent une autre paire à l'appartement. Au laboratoire de l'État, on détermina que ces chaussures étaient des Airwalk, du même modèle et à la semelle identique à l'une du moulage. Même si les empreintes n'étaient pas identiques, les traces d'usure, elles, étaient semblables. Malgré les preuves contre lui et le fait que Todd Carpenter et son frère Josh l'avaient tous deux incriminé, Nathaniel Lindell refusa obstinément de parler. Il ne voulait pas parler et c'était son droit. Nathaniel n'avait pas de cœur. Il était prêt à faire n'importe quoi. Mais grâce aux indices, les policiers ont pu prouver que Nathaniel et Josh Lindell sont entrés par effraction chez Donald Hamasek avec l'intention de le cambrioler. Josh a été surpris en voyant le propriétaire couché sur le canapé. Hamasek a alors commencé à bouger et Josh a été pris de panique. Nathaniel lui a ensuite porté plusieurs coups avec le marteau dont il s'était servi pour faire voler la vitre du sous-sol en éclats. Il l'a battu jusqu'à ce que l'homme perde conscience. En sortant, les frères ont pris l'argent que contenait le porte-monnaie de la victime. Ils ont ensuite mis le feu à la maison pour cacher le meurtre. Ils sont sortis en prenant bien soin de marcher dans les mêmes traces pour berner les autorités. Mais ils ont échoué. Je crois que Josh a effectivement participé à ce crime, mais il n'était pas le chef de la bande. C'est plutôt son frère aîné, Nathaniel Lindell, qui a joué ce rôle. Le 3 février 1998, Nathaniel Lindell a été jugé coupable de meurtre au premier degré, de vol et d'incendie criminel.
Il a été condamné à la réclusion à vie. Il n'aura droit à une libération conditionnelle que dans 50 ans. Son frère, Josh Lindell, a été lui aussi jugé coupable de meurtre au premier degré et condamné à la prison à vie. Il sera toutefois éligible à une libération conditionnelle dans 25 ans. En échange de son témoignage, Todd Carpenter n'a pas fait l'objet de poursuites judiciaires. Les détectives du service des homicides de La Crosse se sont concentrés sur un seul indice et trouvé ainsi 2 suspects qui avaient eu recours à un incendie criminel pour cacher leur meurtre. En Floride, cette fois-ci, les autorités seraient aux prises avec un défi de taille en constatant qu'une série d'incendies n'était peut-être pas le fruit du hasard. Tôt dans la matinée du 7 août 1993, à Spring Hill, en Floride, les pompiers du service des incendies d'Hernando County furent dépêchés à une résidence en proie aux flammes. Ils arrivèrent à toute vitesse à la maison de Becky Sanders, une femme de 80 ans. Mais à leur arrivée, les flammes avaient déjà détruit la majeure partie de la maison. La chaleur extrême était insupportable et les entrées étaient bloquées. Les pompiers firent l'impossible pour sauver l'occupante et sa maison. Ils mirent plusieurs heures à maîtriser les flammes. L'expert judiciaire Gary Kimball enquêtait sur cette affaire. En raison des importants dommages occasionnés par le feu, on a eu plusieurs problèmes. On n'a pas pu examiner tout ce qu'on aurait voulu parce que trop de choses avaient été détruites. La chaleur avait été si intense qu'elle avait éliminé tout indice potentiel. Les enquêteurs furent incapables de trouver la cause du brasier. Les pompiers n'étaient pas parvenus à sauver Becky Sanders, une veuve qui vivait seule. Elle était morte sur les lieux. On interrogea son voisin. Celui-ci déclara aux enquêteurs que Becky ne fumait pas, mais il lui arrivait toutefois fréquemment de s'endormir devant son téléviseur et les lumières de sa maison allumées. Il mentionna qu'il pouvait y avoir eu un problème électrique. La foudre était tombée sur la maison 1 mois ou 2 plus tôt. Peut-être cela avait-il causé des dommages qui avaient ensuite provoqué le feu. Tous les voisins de Becky la connaissaient bien et ils voulaient tous parler d'elle. Selon eux, elle était en bonne santé et autonome. Le service des incendies criminels du bureau du shérif d'Hernando était dirigé par Mike Owens. Celui-ci se mit à la recherche de réponses. Lorsqu'il constata qu'il était impossible de déterminer la cause du brasier, il dut envisager la possibilité qu'il s'agisse d'un incendie criminel. L'investigation en incendie criminel n'est pas une science exacte. On recueille des débris calcinés et l'on tente de les remettre ensemble. On essaie aussi de voir si ces meubles ont brûlé profondément ou seulement en surface. Cela nous donne des indications sur la façon dont les flammes se sont propagées. On envoya les débris recueillis dans les décombres au laboratoire pour analyse. L'expert en incendie criminel Carl Chastain se mit à la recherche de taches d'agents accélérateurs ou de résidus de produits chimiques inflammables qui auraient indiqué que cet incendie était d'origine criminelle. On a tenté de déterminer si un produit avait été utilisé pour accélérer la propagation du feu. Autrement dit, si ce feu était accidentel ou non. Nous étions à la recherche d'un agent accélérateur. Les photos attestaient que l'incendie avait progressé à partir de la chambre à coucher. Les enquêteurs devaient trouver la cause du feu, mais les indices avaient été détruits. La tâche ne serait pas facile. Dans un laboratoire judiciaire, nous devons être objectifs. Notre travail n'est pas de faire condamner le coupable ou d'exonérer les innocents. On doit plutôt analyser les indices et découvrir la vérité. Dans cette affaire, on a examiné les indices aussi minutieusement qu'on le pouvait, mais on n'a pas pu déterminer qu'il y avait eu présence d'agents accélérateurs dans les échantillons. Au bureau du médecin légiste, on examina la dépouille.
Bien qu'il y eut une importante quantité de monoxyde de carbone dans son sang, ce qui indiquait que la victime avait inhalé de la fumée, Valerie Rao n'était pas convaincue qu'il y en ait eu assez pour la faire suffoquer. Le piètre état du corps l'empêcha d'effectuer d'autres analyses. Comme l'enquête semblait ne mener nulle part, on a conclu que la cause de la mort de cette victime était indéterminée. Sans aucun autre indice, la cause de la mort de Becky Sanders resterait un mystère. Les enquêteurs se retrouvaient avec beaucoup de questions sans réponse. 10 jours plus tard, le répartiteur d'appel d'Hernando County reçut un appel d'urgence. Une autre maison était la proie des flammes et un couple de gens âgés en était prisonniers. Les pompiers entrèrent dans la maison pleine de fumée et virent une femme gisant sur le sol. Ils prirent soin de la mettre en sécurité. Un homme était prisonnier des flammes à l'arrière de la maison. Il s'était évanoui. Les deux victimes, monsieur et madame Ted Burton, étaient un couple de gens âgés à la santé précaire. Ils furent envoyés d'urgence à l'hôpital. Le superviseur et expert judiciaire Russ Nuttall mena son enquête. Quelqu'un était entré par effraction et avait battu cette femme âgée. Son mari, qui avait tout entendu de la chambre à coucher, était venu dans la pièce. Il a été battu à son tour. Ensuite, les intrus ont tenté de mettre le feu au rideau avant de prendre la fuite. L'incendie n'avait pas duré longtemps. On envoya un chien renifleur dans la maison. Les enquêteurs recueillirent de leur côté des débris pour les faire analyser. Si un agent accélérateur avait été utilisé, les détectives pourraient peut-être trouver un suspect. On avait versé de l'alcool dans une soucoupe avec une bougie. La bougie avait été allumée, puis placée sous les rideaux. Ceux-ci avaient alors pris feu. Il n'y avait toutefois aucun dommage dans le reste de la maison. On la fouilla minutieusement à la recherche de tout ce qui pourrait paraître suspect. Dans la salle de bain, les enquêteurs remarquèrent qu'une porte d'armoire était ouverte. Ne sachant trop ce que cela pouvait signifier, ils y appliquèrent de la poudre pour y prélever les empreintes digitales. Les policiers étudièrent ensuite des photos de la scène en espérant y voir quelque chose qui leur avait échappé jusque-là. Madame Burton était atteinte de la maladie d'Alzheimer et son mari était tombé dans le coma. Le couple ne pouvait donc pas aider les enquêteurs. Ceux-ci ne trouvèrent rien qui laissait croire que l'incendie de la maison de Madame Sanders et celui des Burton étaient reliés. Plus tard, le même jour, on signala un autre incendie dans une ville voisine. On a appris qu'un incendie s'était déclaré à Brook Ridge. Une fois encore, cet incendie avait atteint de telles températures que tout ce qui se trouvait dans la chambre était tombé à l'étage inférieur. Tout comme la première victime, Monique Jenkins, âgée de 70 ans, avait été trouvée dans son lit. Son corps était brûlé au point où il était impossible de la reconnaître. Et comme dans le cas précédent, une porte d'armoire était ouverte dans la salle de bain. Cette fois encore, la plupart des indices avaient été détruits, mais les enquêteurs recueillirent ce qu'ils purent des décombres fumants. Le corps était brûlé et rendait l'identification visuelle impossible. Lors de l'autopsie, le médecin légiste fut incapable de trouver la cause de la mort de cette femme. Toutefois, les poignets de la victime avaient été liés ensemble avec du ruban adhésif, ce qui l'avait rendue sans défense. Les experts ne trouvèrent aucune empreinte digitale sur le ruban adhésif. Encore une fois, on ignorait quel pourrait être le mobile de ce crime. Les détectives nous ont rencontrés pour nous dire qu'ils étaient à la recherche de tout élément qui pourrait démontrer que ces cas étaient reliés les uns aux autres. Ils voulaient savoir si on avait trouvé des micro-indices, si on disposait de l'agent accélérateur utilisé ou de tout autre indice qui leur indiquerait quelle direction prendre.
À ce moment-là, on n'a pas pu leur donner quoi que ce soit. C'était vraiment décevant pour toute l'équipe. Les détectives comparèrent les indices recueillis sur les scènes des 3 incendies en espérant trouver un lien entre les cas. L'intensité du dernier brasier indiquait qu'on avait utilisé un agent accélérateur, sans doute pour cacher un autre crime. She had been duct taped with her hands clearly duct taped behind her back. So that's really the first indication that we're dealing with something other than accidental fires. C'est cet indice important qui permit de trouver un lien entre les incendies. On savait qu'on était confronté à un problème important. Quelqu'un entrait dans ces maisons et brûlait ces femmes âgées. La police suivit plusieurs pistes, mais aucune d'elles ne menait quelque part. Puis, un peu plus tard, inquiet, un homme se rendit chez sa voisine, Rita Talbot, qu'il n'avait pas vue depuis quelques jours. La galerie avant de sa maison était jonchée de journaux qui n'avaient pas été ramassés. Voyant que la femme ne répondait pas, le voisin qui disposait d'une clé entra dans la maison. Hello? Hello? Il la trouva morte dans sa chambre à coucher. Une fois encore, on appela la police. Les enquêteurs connaissaient presque trop bien ce quartier. De fait, la maison de Rita Talbot se trouvait dans le même pâté de maisons que celle de Becky Saunders, la première victime. Hey, Russ. What do we got going? Looks like another one. I haven't been in the scene yet, but we have, we're doing some processing out on the side of the house. We've got an open window, looks like it could be our point of entry. Mais cette scène de crime était différente car elle n'avait pas été incendiée. Le détective Mike Owens remarqua alors des taches tout autour du lit. Got is looks like a pour pattern, Scott. Looks like we've got some alcohol bottles up there on the bed, and what they may have done or might have been done here is alcohol poured in the carpet, and not enough with this carpet to substantiate a burn, but it melted all the carpet down. Look at this pattern. Look how deep it is. How about the bed? Did the bed get anything? Looking at the bed. If you look over here, we don't have... Les techniciens appliquèrent de la poudre. Cette fois-ci, ils trouvèrent une empreinte digitale. Après l'avoir relevée, ils l'envoyèrent au labo pour analyse. Ils recueillirent également des échantillons de la moquette en espérant qu'elle fournirait des indices. On prit des mégots de cigarettes et des bouteilles d'alcool vides. Après plusieurs semaines frustrantes, cette tragique scène de crime avait fourni de nombreux indices. Maintenant, les enquêteurs comptaient sur la criminalistique pour trouver le meurtrier. Depuis près de 2 mois, les détectives étaient à la recherche d'un meurtrier qui semait la panique dans un quartier paisible de Floride. Sur la dernière scène de crime, la police avait trouvé de nombreux indices, dont une empreinte digitale. On espérait qu'elle mènerait à un suspect. Le détective Scott Bierweiler était d'avis que la découverte de cet indice était particulièrement importante. Les maisons des autres victimes avaient été incendiées. De nombreux indices avaient ainsi été détruits. On n'avait guère eu de chance d'en trouver. Cette découverte était donc très encourageante pour nous, car on croyait que ce cas était vraisemblablement relié aux autres. Si nous avions des indices à recueillir, c'était certainement dans cette maison qu'on pourrait les trouver. On préleva des empreintes de doigts sur le véhicule garé dans le garage de la dernière victime. Lors de l'autopsie de son corps, on nota des marques laissées par le ruban adhésif qui avait servi à lui attacher les mains dans le dos. Elle avait été étranglée. Toutes ses côtes, sauf 2, étaient fracturées et elle avait eu le cou cassé. On découvrit également qu'elle avait été violée. Dans sa gorge, le médecin légiste trouva un cheveu.
Alors que les détectives recueillaient tous ces indices, la nouvelle du meurtre se propagea. Le détective Tom Hawley reçut alors un tuyau d'une source anonyme. While I was finishing up my paperwork, I was working late last night, and I got this anonymous phone call from a female who tried to disguise her voice and kind of only whispered. But she said she knew who the killer was from Spring Hill, and she gave me the name of Edwin Caprat. So we should have some good quality prints to compare with those of that, what is his name, Caprat, you said? Caprat. It's going to hinge on forensics at this point. L'expert judiciaire Gary Kimball compara les empreintes digitales recueillies sur la scène du crime à celles contenues dans le dossier de Caprat. Les détectives apprirent alors que Caprat avait un lourd passé judiciaire. Well, he does have a criminal history. He's a convicted felon out of Hillsborough County. And 91, we have a homicide, willful kill, first degree, robbery, and forgery from Tampa PD. De plus, celui-ci avait effectué maints travaux chez plusieurs des victimes. L'un des détectives se rappela alors avoir interrogé un homme sur la deuxième scène de crime. Kimball avait l'intuition qu'il était sur la bonne piste. Le superviseur et expert judiciaire Russ Noddle examina les empreintes à la recherche de caractéristiques uniques comme des arcs et des spirales. Il fut impatient de partager les résultats de son analyse. Toutefois, comme Caprat était homme à tout faire et qu'il avait travaillé pour plusieurs des victimes, il pouvait facilement justifier la présence de ces empreintes chez elle. On devait poursuivre l'enquête. Au cours des 2 semaines suivantes, on mit Caprat sous surveillance 24 heures par jour. Le but des policiers était de recueillir d'autres preuves matérielles contre lui. Après que le suspect eut quitté un bar, les détectives recueillirent un de ses mégots de cigarettes en espérant que son ADN était identique à celui des mégots trouvés sur la scène du crime et du cheveu prélevé dans la gorge de la victime. Le code génétique était identique. C'était le lien que les enquêteurs avaient tant espéré. Ceux-ci obtinrent un mandat d'arrêt contre le suspect et se rendirent à sa dernière adresse connue. Michael Caprat fut mis en état d'arrestation pour tentative d'incendie criminel et pour le meurtre de Rita Talbot. Dans une pièce remplie de photos des diverses scènes de crime et des dossiers relatifs à ces affaires, les détectives interrogèrent Caprat. On savait que c'était notre homme avant même de l'interroger. On a donc joué le grand jeu. Le détective Douglas et moi-même avons pris l'approche du bon et du méchant détective. Au début, il nia tout en bloc, mais mis devant les faits, il passa aux aveux. Une fois l'interrogatoire en cours, on n'était plus capable de le faire taire. Il parlait et parlait et parlait. Au cours de l'interrogatoire de 3 heures, il avoua avoir commis les meurtres des 3 femmes, de même qu'être l'auteur de 4 incendies criminels. Il fut inculpé de 3 chefs d'homicide, de 2 chefs de tentative de meurtre et de 3 chefs d'accusation pour viol. Les indices obtenus par la criminalistique avaient déjà conclu l'affaire pour nous, mais il n'y a rien de tel que des aveux. Michael Caprat s'attaquait à des victimes âgées parce que, comme il le disait, c'étaient les plus vulnérables. Il entrait par effraction chez elles et se glissait furtivement dans leur chambre. Il attachait ensuite ses victimes avec du ruban adhésif, puis les violait et les battait. Ensuite, il versait de l'alcool à friction trouvé dans la salle de bain sur ses victimes et tout autour de leur lit. Et il grattait une allumette. Pour ces crimes, Michael Caprat a été condamné à mort. Le 19 avril 1995, il a toutefois été tué par un autre prisonnier condamné à mort. Le feu peut être une arme très puissante.
Les meurtriers qui choisissent d'y avoir recours savent qu'il détruit presque tout sur son passage. Mais même s'ils croient que les flammes dissimuleront leurs crimes, ils découvrent la plupart du temps que certains indices sont toujours là, bien longtemps après que le feu se soit éteint. Malgré leurs tentatives, les meurtriers n'échappent pas plus que les autres à la justice.